Alors, salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va parler des formes linéaires. Alors tout d'abord, pour gagner le temps, comme toujours, alors j'ai écrit au tableau. Donc c'est du français. Qu'est-ce que c'est espace dual? Donc espace dual. Donc tout d'abord, E est un espace vectoriel de dimension finie. Ce qu'on va montrer aujourd'hui, il est évident que c'est vrai pour E de dimension infinie. Mais comme l'étudiant vient de première année, il vient de débarquer, le corona, et dans la dimension infinie, il y a des petits pièges, d'accord? Donc on va supposer, pour la simplicité et la clarté, que E est un espace vectoriel de dimension quoi? Finie. Voilà. Et la majorité des résultats, ils sont vrais pour E de dimension infinie. Alors, qu'est-ce que c'est une forme linéaire? C'est du français. Une application linéaire qui va de E dans K, quand l'ensemble d'arrivée, l'espace vecteur d'arrivée c'est K, le corps de base, qui est ici égal à ROC, on change de français. Comment on l'appelle? On appelle forme linéaire. Parce que cette classe d'application linéaire joue un rôle très important. Donc, qu'est-ce que c'est une forme linéaire? C'est tout simplement une application linéaire qui va de E dans K. Alors, qu'est-ce que c'est E étoile, notation, d'accord? C'est l'ensemble des formes linéaires. C'est un espace vectoriel et il s'appelle quoi? Espace dual de E. Remarquez, c'est du français, il n'y a rien. Donc il faut retenir le français, espace dual, forme linéaire, et ça. Alors il y a une petite remarque, c'est quoi? Il faut toujours avoir présent à l'esprit quoi? Que dimension de E étoile, c'est égal à quoi? À dimension de E. L'espace E et E étoile, l'ensemble des formes linéaires, ils ont la même dimension. Et pourquoi? Parce qu'en S2, on nous a appris que dimension de L de E, F, il vaut dimension de E fois dimension de F. Voilà, sur K si tu veux. De façon générale. Voilà, ça c'est égal à ça. Alors dans le cas particulier que tu choisis F égale à K, tu choisis F égale à K. Que se passe-t-il? Dimension de ça, qui est E étoile, est égale à dimension de ça fois dimension de ça, qui est égale à 1. Dimension de K sur K, c'est 1. Donc, qu'est-ce qu'il te reste? Il te reste que dimension de E étoile est égale à 1. Il faut avoir présent à l'esprit des petites choses. Voilà. Dimension de E étoile est égale à 1. Alors, on va donner des exemples. Pourquoi on donne les exemples? Parce que dans les exercices, il faut savoir le minimum. Les formes linéaires sur Kn, les formes linéaires sur Mnk et les formes linéaires remarquables des polynômes. Sinon, dans l'exercice, tu ne fais rien. Donc, ce n'est pas l'exemple pour le plaisir d'exemple. Quelles sont les formes linéaires de Kn? Alors, ils sont toutes la forme comme ça. Voilà. Ce qui est évident d'après le S2. D'accord? Ce qui est évident d'après le S2. Et si tu veux le justifier, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Tu as une forme linéaire. Donc, tu as une forme linéaire qui va de Kn vers K. Ici, il y a la base canonique. Tu poses A, la matrice des phi dans la base canonique de Kn. Donc, une application linéaire. Voilà. Et sa matrice, c'est la même chose. Donc, tu peux lui associer l'application phi. D'accord? Qu'est-ce que c'est phi? Il va de Kn vers K, qui a grand X, associé à X. Voilà. Et qu'est-ce que c'est grand X? C'est les vecteurs colonne X1, Xn. Alors, qu'est-ce que c'est la matrice d'une forme linéaire? Alors là, il faut les retenir, les petites choses. Il faut retenir que c'est la matrice. Alors, elle est particulière, c'est une matrice à une seule ligne. D'accord? C'est phi de E1, phi de E2, de E. Notez comment je m'organise. Voilà. Personne ne vous a posé la question, est-ce que c'est trivial, est-ce que c'est bête? Voilà. Très doucement. Je m'organise, comme ça quand, plus tard, dans base duale, base antiduale, forme quadratique, on est à l'aise. D'accord? On est à l'aise. Ça, c'est une matrice unilie. Donc ça, je vais l'appeler A1. Ça, je vais l'appeler A2. A1. Donc ici, qu'est-ce qu'il devient? Il devient comme ça. Et quand tu effectues les produits, tu tombes sur ça. Donc, c'est une manière de justifier les choses. Voilà, et c'est terminé. Donc, les formes linéaires
sur Kn, ils sont tous de la forme comme ça. Et réciproquement, ça, c'est une forme linéaire. Donc, tu retiens le résultat. Voilà. Alors, deuxième chose, dans MNK, quelles sont les formes linéaires dans MNK? Donc, je vais l'écrire ici. Quelles sont les formes linéaires de MNK? MNK, c'est l'espace des matrices. Alors, les formes linéaires de MNK sont toutes de la forme, comment? Ils sont particulières, d'accord? Ils sont de la forme comme ça, delta A, une forme linéaire c'est quoi? Regardez, il va de E dans K, et il est à valeur dans K. Regardez. Donc, à une matrice M, carré, de taille n, qu'est-ce que je lui associe? Ici, il y a un problème d'esthétique, d'accord? On lui associe tout simplement la trace. On lui associe la trace, oui, de AM. Ils sont tous de la forme comme ça. Je répète. MNK, c'est l'espace des matrices. Alors, les formes linéaires, ils sont comment? Ils sont toutes de la forme comme ça, qui a M associé la trace de AM. Et ça, c'est quoi? C'est tout simplement le produit scalaire dans MNK. Donc, tu regardes la vidéo, produit scalaire canonique des matrices. Ça, on le note comme ça. AM, c'est A transposé de M. Ça, c'est le produit scalaire des matrices. Alors, pourquoi ça? On peut le justifier. Regardez. En effet, regardez comment je recopie texto la preuve de théorème de Riesz, d'accord, du produit scalaire canonique des matrices, dans l'autre vidéo. C'est la même preuve pour K égale à R. C'est-à-dire le K égale à R, d'accord, théorème de Riesz, qui te permet de dire les formes linéaires sur MNR. Je le recopie texto. En effet, je considère l'application delta qui va de MNK dans MNK étoile qui a une matrice A associée delta A. Regardez, delta A est une forme linéaire. Et l'application comment? C'est delta qui a une matrice A, je lui associe delta A. Voilà. Alors ça est un isomorphisme. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, ça c'est linéaire. Delta est linéaire. Qui veut dire linéaire? C'est-à-dire quel que soit AB de matrice. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai delta de A plus alpha B est égal à delta A plus alpha delta B. Voilà. Linéaire veut dire il faut que je monte ça. Ma question, qu'est-ce que c'est ça? Ça est une forme linéaire. Ça est une forme linéaire. Deux formes linéaires, ils sont dites égales. Il suffit d'appliquer le M. Alors, appliquons M ici et ici. Deux applications, ils sont dites égales. S'ils prennent la même valeur. D'accord? Quand tu étais petit. Donc, il faut ici appliquer M et M. Donc, cette dernière égalité est équivalente à quoi? Il est équivalent à, quel que soit M appartenant à MNK, delta de A plus alpha B de M est égal à delta A de M plus alpha delta de B de M. Alors maintenant, il faut revenir à la définition de delta A. Regardez le delta A. Delta A, c'est ça. Donc cette égalité, c'est quoi? C'est tout simplement A plus alpha B transposé de M qui est égal à A transposé de M plus alpha B transposé de M. C'est scolaire, je ne réfléchis pas, j'écris ce que c'est linéaire. Linéaire veut dire ça.
Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une forme linéaire. Et ça, c'est une forme linéaire. Ce sont deux applications. Deux applications sont dites égales, c'est prennent la même valeur. Qu'est-ce que cette valeur? C'est la matrice. Et j'ai ça. Et ça, c'est une égalité qui est toujours vraie. Car le produit scalaire, il est linéaire par rapport à chacune des variables. Ce qui est acquis. Donc, il est linéaire. Maintenant, j'utilise sous silence la remarque dimension de l'espace est égale à la dimension de son dual. Donc, pour montrer que ça c'est bijectif, qu'est-ce qu'il suffit de montrer? Il suffit de montrer qu'elle est injective ou surjective. Donc on va choisir qu'elle est injective. Remarquez bien que c'est hors sujet, je recopie ce que j'ai fait dans la vidéo produit scalaire canonique dans MNR. Le k égale à R, il s'adapte. Pourquoi le k égale à R, il s'adapte? Parce qu'on n'utilise pas le signe. Pourquoi le cours il est important? Ici, c'est ridicule ce que je fais ici. Je recopie texte call le k égale à R. Pourquoi? Parce que je n'utilise pas le signe. K égale à R aussi, je ne l'utilise pas aussi. Voilà. Mais pour injective, j'utilise le signe. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas recopier, je vais changer, je vais faire des légères modifications. D'accord? Notez la méthode de travail. La solution, c'est bête. Tu prends quelqu'un et essaie de montrer ça. Notez la méthode de travail. Le k égale à R, il s'adapte. Donc, je recopie texto. J'ai la vidéo, je recopie. Je ne change rien. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Comme MNK et MNK étoile, ils ont la même dimension. Donc, pour montrer que delta est bijectif, d'après le S2, qu'est-ce qu'il suffit de montrer? Il suffit de montrer que delta est injectif. Pourquoi? Parce que MNK étoile sont duels, ils ont la même dimension. Voilà. Alors là, je ne peux pas recopier sur la vidéo des espaces euclidiens. Ici, c'est photocopie. Photocopie légalisée de k égale à R. Maintenant, je peux pas, pour injectif, je ne peux pas recopier le k égale à R parce qu'on utilisait le signe. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas un problème. Donc, soit A appartenant au tiers de delta. Voilà. Cela équivaut à quoi par définition? Cela équivaut à delta A est égal à 0. Qu'est-ce que c'est 0? C'est la forme linéaire nulle. Donc, delta A est égal à 0. Cela signifie quoi? Que quel que soit M appartenant à MNK, qu'est-ce que j'ai? J'ai delta A de M de ça est égal à 0. Ici, j'applique M. Donc ça équivaut à ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne recopie pas le k égale à k égale R, stop. Ici, qu'est-ce que je fais? Cette égalité k soit M, dans le cas k égale à R, on continue. Et on a le signe. Signe positif, donc ça égale à 0. Qu'est-ce que je fais ici? Je choisis M, la base canonique. Et IJ, deux indices, quelconques. Notez comment je photocopie, légalise et je ne fais rien. Au dernier moment, je n'ai pas le droit d'utiliser, car k égale à R. Ici, k peut être égal à C. Qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas un problème. C'est plus général, je prends la base canonique de MNK, E, J, I. D'accord. Alors, quand tu remplaces ici, qu'est-ce que tu obtiens? Tu obtiens quel que soit IJ, appartenant à N. Qu'est-ce que j'ai? J'ai A. La transposée de EJI, c'est EIJ. Alors maintenant, question. Le produit scalaire d'une matrice, avec ça, comment on le calcule? Ça, je l'ai dit plusieurs fois dans les vidéos. Tu regardes le produit scalaire canonique dans MNR, dans notre vidéo. C'est très facile. C'est vraiment les enfants. Je dessine ici la matrice A. Et je dessine ici la matrice EIJ élémentaire. Qu'est-ce que c'est la matrice élémentaire EIJ? Partout il y a des zéros, sauf sur la IM ligne et la JM colonne. Est-ce que je sais taper? Quand tu tapes, tu fais le produit des règles. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une matrice qui est toute nulle, sauf le coefficient AIJ qui n'est pas nul. Et qu'est-ce que c'est le produit scalaire canonique? Tu sommes. Quand tu sommes, tu tombes sur quoi? Sur AIJ. Est égal à 0. C'est-à-dire A égale à 0. Donc il est injectif. Donc, il est bijectif. Que veut dire delta est bijectif? Donc, veut dire que
Toutes les formes linéaires, ils sont de cette forme. Voilà. Donc, regardez, photocopie de K égale à R. À la fin, je fais une légère modification et je résolve et je gagne le cas général. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour les polynômes? Alors, pour les polynômes, il faut savoir l'évaluation. Qu'est-ce que c'est l'évaluation? Alors, l'évaluation en A, donc, soit A appartenant à K. Alors, l'évaluation en A, c'est la forme linéaire qu'on note comme ça. Qui est un polynôme P de X. Je lui associe quoi? P de A. J'évalue le polynôme P en A. Ça, ils sont très importants, d'accord? Et dans les exercices, on les utilise. Donc, il faut retenir le cas cartésien, Kn, cas matriciel, et ça. L'évaluation est une forme linéaire. L'évaluation A est une forme linéaire sur Kn. Donc, ça, à savoir par cœur. Si tu ne les connais pas, tu vas te casser les dents. Est-ce que tu comprends ce que veut dire tu vas te casser les dents? Tu vas te casser les dents. Donc, pour ne pas se casser les dents le jour d'examen, il faut retenir les choses qui sont obligatoires. Ça, les choses obligatoires. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire hyperplan. Qu'est-ce que c'est un hyperplan? Qu'est-ce que c'est un hyperplan? Alors, il y a plusieurs manières pour enseigner ça, d'accord? Mais comme l'étudiant, il arrive de la première année, d'accord? Donc, je propose la méthode suivante. Hyperplan. Qu'est-ce que c'est un hyperplan? Alors, on a les définitions suivantes. Alors, tout d'abord, E est un espace vectoriel de dimension finie. E est un espace vectoriel de dimension finie. Je prends un sous-espace ici, grand F. Question, F, il possède combien de supplémentaires? Attention, il ne faut pas mélanger avec le supplémentaire orthogonal, il est unique. Ici, on est dans un espace vectoriel. F, il possède combien? En général, R, grand F, il possède combien de supplémentaires? Il possède une infinité. Mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Il y en a plusieurs, une infinité. Alors, ils ont tous la même dimension. Les supplémentaires, moi je suis grand F. Je suis dans E. J'ai une infinité supplémentaire. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Ils ont la même dimension. Et comment s'appelle cette même dimension? Il s'appelle codimension. Codimension. Donc, c'est du français, il faut le retenir, ça. Donc, il faut l'accepter. Donc, qu'est-ce que c'est la codimension d'un sous-espace vectoriel? Qu'on note comme ça. C'est la dimension de E moins la dimension de R. C'est comme tu as un sous-ensemble, d'accord? Qu'est-ce que c'est le cardinal du complémentaire? D'accord? Ici, c'est le cardinal du complémentaire, la codimension. D'accord? Ici, toutes les supplémentaires, elles ont la même dimension. C'est quoi? Ça s'appelle quoi? La codimension. Voilà. Alors, il y a une classe de sous-espace particulier qui joue un rôle fondamental. Ce sont les hyperplans. Donc, on a les définitions suivantes. Qu'est-ce que c'est un hyperplan? Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Il y en a qui disent H est un hyperplan si seulement s'il est noyé d'une forme linéaire non nulle. Mais je peux te donner un espace vectoriel et je te donne une base et je te dire cherche-moi la forme linéaire. Tu vas passer un mois, tu ne vas pas la trouver. Pourquoi? Parce que c'est l'intégrale de Gauss plus l'infini moins l'infini. Donc, ce n'est pas facile, d'accord? Mais attention, on a besoin de savoir qu'un hyperplan, c'est seulement s'il est noyé d'une forme linéaire. Il faut savoir. Il ne faut pas dire, on appelle, par exemple, c'est seulement si noyé de forme linéaire. Je te donne maintenant un sous-espace vectoriel, je dis, cherche-moi la forme linéaire. Mais on a besoin de ce résultat, il est important. Par conséquent, il faut commencer par la définition suivante. Alors, c'est la définition numéro 2. Qu'est-ce qu'il dit? On appelle hyperplan de E, tout sous-espace vectoriel de codimension
de codimension est égal à 1. Il ne faut pas avoir peur du français codimension. Tout d'abord, tu le répètes 3 fois. Codimension, codimension, codimension. Que veut dire de codimension est égal à 1? Cela signifie que la dimension de f, tu l'écris comme ça dans ton brouillon. Voilà. Regarde la méthode de travail. Il faut être modeste. La dimension de f, c'est quoi? C'est la dimension de e moins 1. Au lieu de dire la dimension de f est égale à la dimension de e moins 1, ce qui est lourd, on dit de codimension 1. Codimension 1. Regardez ça, tu la répètes 3 fois. Cela veut dire que la dimension de grand f égale à la dimension de e moins 1. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des remarques? Oui, des exemples. En fait, ce ne sont pas des exemples. Ce sont les choses que je trouve dans les copies d'examen. Donc, j'ai acquis une expérience à travers les erreurs des étudiants. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Les exemples. Donc, donc j'appelle exemple, mais il faut c'est exemple de, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exemple? Rn-1, dimension de Rn-1. Il vaut combien? Sur R, bien sûr. Combien il vaut, d'accord? Il vaut n-1. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à la dimension de Rn moins 1. Regardez. Dimension de Rn moins 1, qui est égale à n moins 1, c'est égal à ça. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, monsieur, Rn moins 1 est un hyperplan de Rn. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? Je fais comme ça, je fais 0. Tu dis pourquoi monsieur? Pourquoi monsieur? Et bien voilà pourquoi monsieur. Parce que tout d'abord, un hyperplan, c'est avant tout un sous-espace. Est-ce que Rn-1 est inclus dans Rn? Donc, pour parler de hyperplan, il faut qu'il soit inclus. C'est une définition rigoureuse. Regardez, on appelle hyperplan de E tout ce espace vectoriel de quoi? De E de codimension égale à ça. Donc il ne faut pas dormir avec les n. Voilà. Par contre, regardez, par contre, Rn-1 croix 0, celui-là est un hyperplan de Rn. Pourquoi? Parce qu'il est inclus. Et qu'est-ce que c'est sa dimension? C'est n-1. Donc il est de codimension combien? 1. Donc il faut faire attention. Il faut manipuler hyperplan avec précaution. Avec précaution. Il faut se calmer. D'accord? Alors maintenant, une deuxième erreur à la mode. Ça, c'est une erreur à la mode. C'est une erreur à la mode. Alors, c'est quoi l'erreur qui est à la mode? C'est celle-ci. Alors, Rn-1. Est un hyperplan de Rn de x. Mais qu'est-ce qu'ils font l'erreur? L'étudiant fait l'erreur. Et tu dis ça c'est un hyperplan parce que sa dimension est égale à n-1. Quand tu es chez les matrices, un hyperplan c'est quelque chose de dimension n au carré moins 1. Donc il ne faut pas le retenir avec n au carré, etc. Qu'est-ce que c'est un hyperplan? C'est un sous-espace vectoriel de codimension est égal à 1. De codimension égale à 1. Dimension de ça, c'est combien? Est égal à combien? Regarde, il ne faut pas faire l'erreur. C'est égal à n. Et dimension de celui-là, c'est égal à combien? C'est égal à 1 plus 1. Donc celui-là, Rn-1, les polynômes inférieurs dans le degré inférieur à n-1, est un sous-espace de ça, c'est évident. Et il est quoi? Sa codimension, c'est combien? C'est égal à 1. Tu lui ajoutes 1, tu tombes sur les trucs. Voilà. Alors, on va donner une caractérisation vectorielle d'un hyperplan. Donc, qu'est-ce que c'est un hyperplan? C'est un sous-espace vectoriel de codimension. Alors, voici une caractérisation vectorielle. Voici une caractérisation
une caractérisation vectorielle d'un hyperplan. Donc je vais l'appeler théorème. Qu'est-ce qu'il dit? Les propriétés suivantes sont équivalentes. Les propriétés suivantes sont équivalentes. C'est quoi? H est un hyperplan de E. Le sous-espace H est un hyperplan de E. La deuxième chose, c'est quoi? Donc, la deuxième propriété, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne les supplémentaires d'un hyperplan. Quel que soit A, qui n'appartient pas à H, qu'est-ce que tu as? Tu as E qui est égal à la somme directe de grand H et de la droite vectorielle KA. Et 3, c'est quoi? Il existe A appartenant à E moins H, donc il n'appartient pas à H, tel que E voilà. Donc il te dit qu'est-ce que c'est un hyperplan. Géométriquement, qu'est-ce que c'est un hyperplan? C'est un sous-espace vectoriel maximal. C'est-à-dire, moi je suis H, je suis dans E, alors entre moi et E, il n'y a pas de sous-espace, il est maximal. Tu lui ajoutes 1, tu tombes sur E. Voilà. Alors, conséquence, qu'est-ce qu'on a? C'est un hyperplan, que veut dire? Je choisis n'importe quel vecteur qui n'appartient pas à H, j'ai cette décomposition. Et ça, c'est très important. On l'a utilisé sans arrêt dans la réduction de Jordan. Quand on veut compléter, je choisis n'importe quoi, etc. Pourquoi? Parce que c'est un hyperplan, grâce à un hyperplan. Et qu'est-ce qu'il te dit ça? Il ne faut pas la retenir qu'elle soit AE égale H plus KA. Il te donne les supplémentaires d'un hyperplan. Qui sont les supplémentaires d'un sous-espace vectoriel? Est-ce que c'est facile, les supplémentaires d'un sous-espace vectoriel? Ils sont difficiles. Quand est-ce que c'est évident? Quand tu as un hyperplan. Ils sont faciles. Ils sont de la forme comment? Regardez. Ce sont les droites vectorielles. Donc, pour un hyperplan, les supplémentaires, ils sont connus. C'est comme ça qu'il faut la retenir. Il ne faut pas dire quel que soit, il existe. Ici, c'est évident. Donc, quelle est l'implication utile? C'est ça. L'implication utile, on va montrer l'implication utile. Je vais l'écrire ici. Donc, l'implication utile, montrant l'implication utile. Montrant l'implication utile à impliquer. Alors, tout d'abord, on peut remarquer la chose suivante, qui veut dire, je vais montrer que la somme est directe. Qui veut dire ça est différent de 0. Ça est différent de 0. Que veut dire ça est différent? Mais tout d'abord, qui est celui-là? Celui-là qui est là, c'est quoi? C'est un sous-espace. C'est un sous-espace de qui? C'est un sous-espace vectoriel. De celui-là, les ensembles. Regarde, les ensembles. A inter B est inclus dans B. Donc c'est un sous-espace de celui-là. Et qui est celui-là? C'est une droite vectorielle. Et quand tu dis il est non nul, nécessairement est égal. Donc cela équivaut à quoi? Et dans les ensembles, que veut dire A inter B égale à B? Dans les ensembles, A inter B est égal à B, ça équivaut à quoi? AB est inclus dans A. Donc cela équivaut à KA est inclus dans H. Qui veut dire KA est inclus dans H. Cela équivaut à quoi? Cela équivaut à A appartient à H. Conclusion, regardez. Qu'est-ce qu'on a montré? Ça est différent de 0. Ça équivaut à quoi? À A appartient à H. Donc par contraposition, qu'est-ce qu'on a? Par contraposition, on a H est égal à 0. Cela équivaut à quoi?
que A n'appartient pas à H. C'est-à-dire A appartient à E moins H, si tu veux. Voilà. Donc, la somme, elle est directe. D'accord. Quel est le deuxième point? Le deuxième point, il faut montrer que E égale à H plus qu'à A. Mais ça, dans le cas général, lorsque la dimension est infinie, il y a un petit jeu d'écriture très facile. Tu le fais à la maison. Nous, on n'a pas le temps. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Pour gagner le temps, on va supposer que E de dimension finie. D'accord? Comme E de dimension finie, on va calculer dimension. On va vérifier est-ce qu'on a dimension de E. Est-ce qu'on a ça? H est un hyperplan. Que veut dire H est un hyperplan? D'accord? Dimension de ça, c'est égal à 1. Donc, par définition d'un hyperplan, d'accord? Dimension de H égale dimension de E moins dimension de 1. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai dimension de E. On a trivialement, comme H est un hyperplan, j'ai dimension de E égale dimension de H plus dimension de KA. Et l'intersection est égale à 0, donc la somme est directe. Voilà. Celui qui veut la montrer pour dimension infinie, il fait le jeu d'écriture à la maison et c'est hors sujet, d'accord? Car notre but, nous, c'est les formes quadratiques, etc. Et on n'a pas le temps, ajouter, retrancher, etc. Alors maintenant, on va faire un exemple pour terminer. Alors quel est l'exemple qu'on va faire? Exemple. On vient de voir que Rn-1, Rn-1 de x est un hyperplan de Rn de x. Donc, quelle est la question naturelle qui se pose? Quels sont les supplémentaires de Rn-1 de x dans Rn de x? Ça, c'est déjà vu. C'est un hyperplan, d'accord? Alors, quels sont les supplémentaires? Quels sont les supplémentaires qui sont supplémentaires de Rn-1 de x dans Rn de x. Pour un hyperplan, les supplémentaires, ils sont connus, ils sont faciles. C'est quoi? Tu ouvres tes yeux, tu regardes. Est-ce que je sais ouvrir mes yeux? Ce sont les droites vectorielles. Ce sont les droites vectorielles qui vérifient ça. Voilà. Donc, je l'applique ici. Qu'est-ce que ça donne? Donc, qu'est-ce que c'est les supplémentaires? Ils sont de la forme comme ça, comment? Les supplémentaires, ils sont de la forme, je l'appelle S. Ils sont de la forme K, P, où P est un polynôme. Qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie P appartient à Rn de x moins Rn-n de x. J'ai appliqué bêtement la propriété 2. Que veut dire un polynôme qui appartient à Rn de x? Son degré est inférieur ou égal à n. Que veut dire qu'il n'appartient pas à Rn-n de x? Cela veut dire que son degré est strictement supérieur à n-1. Question, que vaut le degré de P? Il vaut n. Donc nécessairement, le degré de P, il vaut n. Conclusion, qu'est-ce que c'est les supplémentaires de Rn-n de x? Les supplémentaires, c'est quoi? On peut l'écrire ici, c'est quoi? Ce sont les droites vectorielles de la forme comme ça, avec degré de P de x, combien il vaut? Il vaut n. Bien sûr, il faut faire les exercices pour voir l'intérêt de ça. Par exemple, pour établir la formule de 3 niveaux, d'accord? On utilise ça. Alors voilà, je vous remercie.